Lévy, bonjour et bienvenue en Optimistan. On est très heureux de vous recevoir à nouveau en Optimistan pour une conférence. Cynisme d'hier et optimisme de demain, ou en tout cas, c'est ces deux choses qui vont être mises en vis-à-vis dans ce que vous allez exposer. Est-ce que hier était aussi moche que ça? Non. Non, mais ce qui est clair, c'est que, enfin, ce qui me paraît clair en tout cas, c'est qu'on est en train de sortir d'une logique qui est née à la Renaissance, qui a été florissante, il ne faut jamais cracher dans la soupe, mais comme toutes les logiques, elle finit par s'user, c'est au moment où elle s'use, où elle laisse la porte ouverte à tous les abus. On connaît bien tous les abus de type écologique, on connaît bien les abus de type financier et spéculatif, on connaît bien les abus du pillage des ressources tant humaines que naturelles, et c'est là où il y a du cynisme qui est apparu, le cynisme étant une réponse à la problématique, disant bah oui c'est peut-être fini, oui j'abuse, mais c'est pas grave, je continue quand même. Alors l'optimisme, c'est dire qu'il y a une autre logique qui est en train de se mettre en place, une autre logique économique globale avec d'autres valeurs, d'autres manières de s'organiser, d'autres manières de concevoir le rapport avec le consommateur, qui est plus du bas prix et de la consommation à outrance en volume, mais par contre de la qualité, de la valeur d'usage, une autre manière, qu'on passe du pillage au respect en quelque sorte. Alors vous êtes un peu un explorateur du temps présent, un chercheur qui trouve des réponses, parce que c'est quand on avait déjà discuté de ce passage, enfin, ou de la similitude en tout cas de ce changement de paradigme. Il y en a deux types de classes. Il y a la classe qui consiste à dire, bah, tiens, est-ce que l'hypothèse que l'ancienne logique est usée et donc est en train de se casser progressivement, ben oui, on peut décrire de manière claire quels sont les points faibles et là où ça va claquer. Ça me fait un peu rire quand après la crise de subprime, tous les politiques, les journalistes, les économistes officiels ont tous dit oh, ce n'était pas prévisible, il n'y a personne qui a vu ça. C'est un mensonge honté. À la fin des années 90, tous les gens qui essayaient de faire mon métier à peu près convenablement, et moi-même, on a tous écrit en disant ça c'est un des grands points faibles, c'est là que ça va claquer. Comme demain, on sait très bien que ça va claquer sur ce qu'on appelle en anglais les CDS. Les assurances ou les crédits, notamment les crédits qui sont accordés aux États, sur lesquels on parie des sommes colossales. On parle d'une bulle de 60 000 milliards de dollars. Le problème fondamental, c'est la fin d'une ère et d'un... Le changement de paradigme, c'est effectivement une hypothèse forte. Moi, j'étais un des premiers à exprimer ça dans les débuts des années 90. Depuis lors, moi je suis conforté dans l'idée, et je suis d'autant plus confirmé dans l'idée que ceux qui étaient contre deviennent pour. Donc c'est quand même une bonne manière de mesurer l'évolution des choses. Cela dit, on a le sourire aux lèvres, mais comme toujours, un changement de monde, c'est très, très, très bouleversant, c'est très traumatisant, et ça se passe sans douleur. Et plus on retarde, plus ce sera douloureux. Ça, c'est une constante. Oui, et puis on pourrait considérer que c'est douloureux pour ceux qui le subissent. Mais si on prend les enfants et ceux qui naissent dedans, dans ce changement, moi je constate qu'il y a chez les adolescents, en tout cas, ils ne se posent pas la question. C'est extrêmement clair. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Tu sais qu'on parle beaucoup des générations Y, comme ça. Génération Y, c'est les gens qui ont aux alentours de 30 ans maintenant. Ceux-là, ils sont encore beaucoup moins prêts d'assumer la transition que nous. Ils sont très refermés sur eux-mêmes. Par contre, les ados d'aujourd'hui, ceux-là, par contre, ils sont vraiment dedans, ils ont bien compris. Un peu comme si cette tranche de population des trentenaires actuellement avait servi de zone tampon. C'est tout à fait ça. Entre deux mondes. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ils en sont tellement conscients, cette génération-là, qu'ils sont très repliés sur leur petit monde à eux. Très, très cocoon, très moi, et mon petit clan autour. Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer des jeunes aujourd'hui de 14, 15 ans, 17 ans? Oui. Oui, parce que ça fait que je vis avec une femme délicieuse qui a une fille qui a cet âge-là et qui vit avec nous. Donc ça veut dire que toutes les connexions avec ses amis, ses copains, on les a. Comme moi j'ai eu 4 enfants, donc un ado, je sais à peu près comment ça fonctionne. Et je vois, mais d'une manière criante, la différence de comportement entre les ados d'aujourd'hui et l'adolescence de mes enfants à moi, qui se déroulait quelque part. Mon aîné, il est né en 80, donc on parle des années entre 95 et 2000.
Hein, là, c'est pas du tout le même jeu. Pas du tout. C'est rassurant quand vous constatez comment ils vivent. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que ça vient appuyer cet optimisme de demain? L'optimisme de demain, vous savez, c'est toujours la même chose. Hein. Quand il y a deux logiques qui se croisent, il y en a une qui est en déclin et qui peu à peu se périphérise, et puis il y en a une autre qui est en croissance. Si on regarde le monde avec les lunettes de ce qui décline, forcément on n'est pas très optimiste. Par contre, si on regarde ce qui est en train de monter et qu'on se dit « Ah là là, quelle chance on a, on peut inventer un nouveau monde, on peut inventer une nouvelle logique, on a une page blanche, ça arrive une fois tous les 500 ans c'est plutôt jubilatoire. » Donc c'est vraiment une question de mettre les bonnes lunettes sur le nez. Mais il y a matière aujourd'hui à prendre d'un côté. Ah oui, oui, oui. Ça, moi je le sens très très fort, je travaille beaucoup avec des dirigeants d'entreprise, j'en vois des centaines par an. Et on voit que, surtout dans les PME, la mayonnaise est en train de prendre dans leur tête. Et ils commencent à extrêmement bien comprendre qu'il y a une autre logique et que c'est celle-là qu'il faut suivre. Le problème est que la plupart des PME sont encore très dépendantes des grosses entreprises, des gros donneurs d'ordre, hein, qui elles, n'ont rien compris du tout. Et sont toujours en train de s'énerver, à s'obstiner dans l'ancienne logique qui est mourante, mais qui est la leur. Donc là, il y a cette difficulté, si tu veux, pour une PME, de sortir de l'ancienne logique où sont les gros donneurs d'ordre. En fait. Hein? De changer de cadre. Oui, mais ils perdent leurs gros clients. Ouais. Donc ça, il faut accepter de courir ce risque-là. C'est pas blanc-noir, c'est pas où. Tu peux très bien garder un lien que tu fais diminuer progressivement avec l'ancienne logique de tes gros clients donneurs d'ordre, tout en parallèle, en montant en puissance avec une autre manière de faire, avec d'autres clients, avec d'autres produits. Et donc ça peut se faire. Or, il ne faut pas que ça dure 20 ans. Et ça, c'est ce que vous mettez en place, vous pouvez mettre en place, en tout cas, ce que vous incitez en oui. On a des exemples existants, des choses. Mais c'est surtout des PME, donc des PME qui ne sont pas très connues. Mais en vedette, non. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la presse économique, elle ne parle que des gros dinosaures. On ne parle jamais des petits limaces. Non, même quand on le demande, on ne nous donne même pas leur nom. C'est quoi là? Oh, des gens comme MIHB, par exemple, qui est une super petite entreprise qui fait dans la vallée d'Oyonnax, la vallée de la place Turgy, qui fait des pièces de haute précision qui sont donc moulées. C'est quelqu'un qui a parfaitement compris, 75% de son chiffre d'affaires c'était dans l'industrie automobile, on a voulu lui imposer des délocalisations, on a voulu lui imposer des modes fabricateurs pour baisser les prix, et à chaque fois il a dit non, moi je ne sais pas comme ça que je fais mon truc, et il tient bon, et figure-toi que l'industrie automobile disent bon, vous voulez pas, alors non, je veux pas, tant pis, on continue quand même à travailler avec vous, mais c'est pas bien, hein. Non, c'est pas bien, d'accord. C'est ces entreprises-là qui aujourd'hui doivent être mises en réseau, en avant. Et... Voilà, tu as dit un mot magique, là, la mise en réseau. Ces gens ont parfaitement compris qu'il faut travailler en réseau, que rester dans son coin, dans un autisme économique, ou au contraire, se regarder en chien de faïence en disant c'est mon concurrent, je ne lui parle pas, c'est absurde. Quoi. Le darwinisme économique, il n'a plus aucun sens. Au contraire, alors maintenant ils commencent à travailler ensemble, ils commencent à trouver des complémentarités et non pas des conflits. Tout ça se construit, mais Rome, c'est pas fait en un jour. Hein, donc, tu sais, c'est un gros travail de mentalité, de culture, ça prend un peu de temps, mais ça y est, c'est dedans, c'est lancé. Et je suis très très content. Bon, c'est de tout ça qu'on va parler ce soir, évidemment, entre autres. Et puis, Marc Alévi est quelqu'un qui, vous en rendez compte, a énormément d'anecdotes et très concrètes sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. On vous trouve sur Internet, on vous trouve lors des conférences, et bien évidemment via la Ligue des Optimistes. Merci encore pour cette conférence. Merci à toi, Christophe. Je sens qu'on va passer une heure très intéressante. Merci beaucoup.